Et donc, je vais basculer donc en français pour cette section sur IA et génération de textes. Nous sommes en compagnie de Valérie Baudouin, qui est chercheuse en sciences sociales à Télécom Paris, d'Anaïs Guillet, qui nous a également rejoint, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Savoie, de Barnabé Sauvage, que j'ai vu aussi apparaître tout à l'heure, qui est doctorant en études cinématographiques à l'Université de Paris, donc à Paris 7. Et enfin, Ilan Manouach et Ioannis Siglidis, qui travaillent à Helsinki et travaillent sur un projet international qui s'appelle Future of Comics. Nous avons également Pascal Mougin parmi nous, qui est professeur à l'Université de Versailles, Saint-Quentin, Paris-Saclay. Je pense que tout le monde parle français, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de table rapide où vous pourriez évoquer un petit peu vos présentations avant qu'on commence par quelques questions. Donc, en prenant l'ordre qui a été indiqué, peut-être Valérie Baudouin peut commencer par dire quelques mots de son travail historique. Bonjour et merci beaucoup pour ce colloque hyper original en ligne qui force à préparer en avance sa communication, ce qui est vraiment formidable. Donc moi, je suis partie du constat que à la fin des années 90, au 20e siècle, quand on parlait d'outils pour analyser ou pour générer des textes en littérature, ça provoquait toujours soit des réactions de rejet, soit des réactions d'ignorance avec le sentiment que ça servait à rien. Et pourtant, je commençais à découvrir que dans des romans ou dans des nouvelles, on avait des machines à écrire et que les écrivains s'étaient posé la question de ce que pourraient faire les machines, parce que l'impact que pourraient avoir les machines sur leur propre travail d'écriture. Et j'ai particulièrement été intéressée dans Si par une nuit d'hiver d'Italo Calvino, la représentation de trois machines, une machine qui produit des romans tellement bien faits qu'on n'arrive pas à les distinguer des romans de ceux produits par l'auteur, une machine qui permet de lire les textes, et enfin une machine qui permettrait d'écrire des textes à partir de la lecture des textes. Et puis après, j'ai découvert le Versificateur de Primo Levi, que je vous recommande tous, qui est une très courte nouvelle où un poète est en mal d'inspiration et se dit qu'une machine va l'aider à retrouver son inspiration. Donc il achète la machine, elle produit des textes, le vendeur lui promet que la prochaine machine sera encore plus puissante, qu'elle pourra faire des poèmes dans toutes les langues. Et puis, c'est le twist de la nouvelle, c'est à la fin, le poète dit finalement, cette nouvelle a été écrite par la machine. La nouvelle que vous êtes en train de lire a été écrite par la machine. Et finalement, c'est la représentation d'une machine qui s'est autonomisée par rapport à son créateur et qui a remplacé et le poète et l'auteur. Voilà, donc j'ai commencé à constituer, et c'est un appel que je fais à tout le monde, à constituer un corpus de toutes les machines à écrire et à lire imaginaires qu'on trouve dans la littérature. Donc c'est un travail de fourmi, c'est pas, enfin j'en suis que au début. Et il y en a une qui m'a particulièrement plu, c'est le Littératron de Robert Escarpite, qui a été publié en 1954 et où l'auteur imagine une machine qui, par exemple, produit des best-sellers. Donc, quand on lui demande de produire un best-seller, elle produit 4 romans et pour chacun des romans, elle estime les ventes. Et c'est assez marrant parce que ça reproduit assez bien la diversité des prix Goncourt qui peuvent parfois être donnés à des romans très expérimentaux ou bien à des romans très, très populaires.
Et puis, il y a aussi une expérimentation dans un village, enfin dans une ville, Pédouillac, où une machine fait parler les habitants et produit un discours électoral à partir du discours des habitants, et la personne est élue directement. Voilà, donc ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les machines étaient des acteurs mobilisés dans la fiction comme des personnages à part entière, et comment finalement ça reproduit assez bien les processus d'innovation dans la vraie vie. C'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser le paradigme des STS pour analyser ces machines en littérature. Voilà. Merci Valérie. Anaïs, est-ce que tu veux bien dire un mot de ton travail? Oui, oui, je veux bien. Je remercie les organisateurs d'avoir été très compréhensifs par rapport au fait que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai largement épuisé mon quota de discours seul devant mon écran d'ordinateur. On comprend ça. Comme tous, hein, j'imagine. Et donc, moi, je travaille actuellement donc, sur l'œuvre Ada de Antoine Bello, qui est une œuvre qui date de 2016, qui est globalement le récit d'une enquête qui est effectuée par un personnage stéréotypé de policier américain qui s'appelle Frank Logan, et donc qui est à la recherche d'une IA qui s'est fait kidnapper, ou plutôt d'ailleurs plus particulièrement IA nappée, puisqu'on pourrait lui accorder un nouveau titre. Et donc, cette IA est une productrice de romans, principalement de romans à l'eau de rose, de romans donc à la construction extrêmement stéréotypée, de romans populaires, faits pour être des best-sellers, donc dans la droite ligne des machines dont parlait à l'instant Valérie Baudouin. Et donc, mon analyse, en fait, s'attachait à démontrer, en fait, comment Antoine Bello construit avec Ada un roman du second degré, un roman qui doit être lu comme un palimpseste, en fait, parce que finalement, Bello va rejouer une espèce de version littéraire du test de Turing, puisque l'objectif de l'héroïne, l'intelligence artificielle, c'est de produire des textes qu'on n'identifie pas comme étant des IA, mais elle produit ces textes, comme le fait GPT-3 notamment, à partir de tout un corpus d'autres textes. Et donc, il s'agissait de voir comment Bello rejoue dans son roman cette question-là, qui serait celle de l'autorité et de la relation de tout texte avec les autres textes, donc de l'intertextualité. Sachant qu'effectivement, voilà, cette relation à l'hypotexte, elle est très très forte dans le cas de cette IA fictionnelle-là qui est celle de Bello, mais comme dans le cas des IA telles qu'elles sont conçues réellement actuellement. Donc, ce qui m'intéressait effectivement, c'est cette question de l'autorité, de l'originalité, du style, tel qu'elle était posée dans le texte dans le roman de Bello. C'est dans la droite ligne de ce que nous a présenté dans ce colloque Pascal Mougin d'ailleurs. Et donc, elle permet dans un même mouvement d'interroger ce qu'est la littérature, une conception de la littérature qui serait plus seulement conçue selon les critères de la doxa littéraire qui serait celle du style, de l'originalité. Et elle interroge donc le fait que aujourd'hui encore, la plupart beaucoup des best-sellers, des romans de genre sont faits de pastiches, de clichés, de ce que Goldsmith aussi elles sont aussi dans la lignée de ce que Goldsmith appelle l'écriture sans écriture, c'est-à-dire une idée de ce génie non original. Donc, j'ai essayé de montrer comment dans le roman de Bello se rejouent toutes ces conceptions de la littérature. Merci Anaïs, c'est effectivement très, très suggestif et on espère que tu auras le courage d'enregistrer quand même cette communication. En tout cas, on publiera de toute façon ces colloques. Barnabé, est-ce que je peux vous donner la parole pour Oui, bien évoquer un sûr. petit peu votre travail? Merci d'abord aux organisateurs et aux organisatrices du colloque pour toute l'organisation, y compris numérique, de toutes ces présentations. Donc pour parler de ma présentation, moi, mon idée, c'était de partir d'un roman d'Alain Robbe-Grillet qui s'appelle Jean, qui est un roman un peu mineur de sa production. Et l'idée, un peu comme ce que présentait Valérie Baudouin à l'instant, c'était de proposer une sorte d'archéologie à la fois médiatique et culturelle de la littérature informatique ou pré-informatique, avant même que
les chercheurs de l'Oulipo, par exemple, commencent à développer la littérature combinatoire par ordinateur. Et l'idée, c'était de voir comment sont nés et comment pouvaient se déplacer les concepts importants de l'intelligence artificielle des années 50 à 70, concepts de générativité, des concepts d'émergence, même si maintenant ce sont peut-être des concepts qui sont passés de mode pour les neurosciences contemporaines, mais c'était des concepts intéressants à l'époque. Et ce qui m'intéressait en particulier pour ce roman Jean, c'est qu'il interroge linguistiquement et fictionnellement cette question de l'intelligence artificielle, puisque à l'origine, ce roman est une sorte d'expérience pédagogique de Rob Grillet qui conçoit une sorte de texte didactique pour des étudiants et étudiantes américaines dans un lycée en Californie. Et puis, donc, il présente une première version de ce roman en 79, qui s'appelle Le Rendez-vous. Et ensuite, il publie 2 ans plus tard, en 81, aux éditions de Minuit, ce roman qui s'appelle à nouveau Jean, qui est un petit peu augmenté avec un prologue et un épilogue, et qui croise cette question de l'apprentissage, donc l'apprentissage pour des élèves, puisqu'on voit que la progression de ce roman, découpé en 8 chapitres, propose graduellement une complexification de la syntaxe, une complexification des types de structures grammaticales, notamment, moi, je me suis beaucoup intéressé à la question des temps grammaticaux, et qui en plus, d'un point de vue fictionnel, d'un point de vue narratif, interroge la question de l'intelligence artificielle, et notamment de la réponse que les humains pourraient apporter à l'omniprésence des machines dans cet univers capitaliste qui est en train de naître dans les années 70-80. Donc voilà, mon idée, c'était d'étudier comment ce roman pouvait être analysé comme une sorte de pièce de cybernétique littéraire, une sorte de réflexion de ce que la tradition littéraire française pouvait apporter et ce qu'elle pouvait produire pour déporter la question de la cybernétique plus scientifique qui est née aux États-Unis. Et le deuxième intérêt, qui était lui plus visuel de mon étude, c'était de mettre en lumière l'idée d'une vue non humaine du texte ou de la littérature. Et j'ai essayé, donc, avec des outils de la représentation de l'analyse de texte, de conceptualiser ce à quoi pouvait ressembler une lecture non humaine d'un texte littéraire, notamment en cherchant, par le biais de représentations visuelles, de graphiques, de tableaux, etc., à représenter donc la matière littéraire du roman, les masses textuelles, les usages changeants et nouveaux de chacun des temps grammaticaux, par exemple, et essayer de m'interroger sur que pourrait être une vision machinique de ces textes. Voilà, donc j'ai essayé de lire le roman dans un logiciel qui s'appelle TXM, que vous connaissez peut-être, pour produire donc une visualisation numérique, on va dire, des différents phénomènes stylistiques, grammaticaux du texte, pour essayer donc de voir ce roman non plus à hauteur d'humain, mais cette fois à hauteur de machine. Donc. Et pour finir, et pour poursuivre la réflexion qu'on avait entamée hier lors du premier panel sur les rapports entre genre et intelligence artificielle, j'aborde à la fin la question de ces concepts de générativité et d'émergence en lien avec ce que j'appelle des topoi masculinistes de l'intelligence artificielle, à la fois en littérature et au cinéma, où je retrace et je commente la parenté souvent remarqué de ce roman avec le roman d'Adolfo Bioy Casares, L'invention de Morel, dans lequel, pareillement, donc le texte, en tout cas l'argument narratif, suit le même mouvement d'un créateur démiurge qui représente un personnage féminin et qui le recrée cette fois-ci par une sorte de machine de cinéma total et pas par le texte. Mais donc Rob Grillet déplace la question des médias visuels vers la littérature. Et ce qui m'intéressait, et le roman termine là-dessus, et mon intervention aussi, c'était de voir comment, chez Rob Grillet, il y avait cette même idée que l'intelligence artificielle créée par le texte devait être détruite pour que le texte naisse. Et donc, ce qui m'interrogeait, oui, c'était que à la fin du roman, donc dans l'épilogue, on apprend que le personnage de narrateur qui s'est peu à peu transformé en narratrice au même moment que le texte laissait transparaître une intelligence artificielle, Rob Grillet et le narrateur, pour terminer le roman, a besoin de tuer, d'assassiner, puisque c'est un roman policier dans lequel il y a un assassinat, l'intelligence artificielle pour donner corps à l'œuvre. Et donc c'est pour ça que
je m'interrogeais, oui, sur la place de Jean dans une grande tradition d'œuvres qui va de L'Homme au sable d'Hoffmann au Château des Carpates de Verne, de l'Ève future, bien sûr, et donc qui font de l'intelligence naissante dans le roman une chose de l'auteur, et pas encore la promesse d'une strong AI, d'une intelligence pleinement émancipée, on va dire, de la question d'un auteur masculin et de l'emprise qu'il possède encore sur le texte. Merci, merci. Est-ce que c'est très riche parce que c'est à la fois la fouille du texte et ce que un texte un petit peu atypique peut nous dire de l'IA. Est-ce que Ilan et son collègue peuvent dire 2 mots? Je m'inquiétais qu'ils parlent français, j'espère que ça ne pose pas de problème. Sinon, si vous préférez Ilan et Yanis, vous pouvez donner en anglais, hein, si vous préférez. Alexandre, je crois que ça sera mieux. Moi, je parle français, mais je crois que Yanis, il est plus confortable en anglais. Donc, si ça vous dérange pas, on peut. Zeker, zeker. Vous pouvez faire en français, Yanis? Oui, zeker. Ok, d'accord. Donc, oui, je suis chercheur en bande dessinée. Donc, ma recherche a à voir avec comment les nouvelles technologies changent le paysage de la bande dessinée. Donc, l'intelligence artificielle, les financial technologies et la distribution globalisée. Donc, le projet qu'on a présenté à la conférence, c'est de faire la première bande dessinée entièrement faite, entièrement synthétique. Donc, on a développé plusieurs modèles synthétiques via des databases de mangas et d'animés pour les images. On a aussi développé des modèles afin de combiner l'image et le texte ensemble, donc pour une expression multimodale, je crois que c'est en français. Et aussi, on a essayé d'avoir, on a développé des modèles aussi linguistiques, GPT-2 et GPT-3. Et le but, c'était, avec le livre qu'on prépare, qui va sortir en octobre, d'avoir une coexistence de différents stades évolutifs de tous ces modèles. Donc, de ne pas chercher forcément le meilleur, mais d'essayer de faire coexister des différents stades dans la génération des images par des modèles GAN et dans la génération des textes également. Donc, je trouve que c'est très intéressant que vous avez mentionné Lou Lipo et Kenneth Goldsmith. Je crois que c'est des influences assez importantes sur la bande dessinée conceptuelle et la bande dessinée non créative. Je voulais ajouter encore une, les travaux de la chercheuse Anne-Françoise Schmidt sur l'épistémologie générique. Je trouve que c'est très, très important afin de comprendre mieux l'objet de la bande dessinée. Donc, cette épistémologie, elle commence par développer une vision d'un objet, un objet vide, sans contexte, donc une perspective spécifique ne peut pas le consumer entièrement. Donc, le fait d'essayer d'assumer par le départ qu'un objet est inconnu, évidemment, ouvre les portes vers une interdisciplinarité surprenante. Et la raison pour laquelle un artiste de bande dessinée comme moi travaille avec une petite équipe de chercheurs en IA, je trouve que c'est exactement une manière de faire en sorte que cette interdisciplinarité qu'on cherche puisse être affirmée en tant que processus créateur, sans forcément toujours se comprendre, sans forcément toujours de trouver une continuité entre nos disciplines et nos savoirs, mais justement en les affrontant. Je peux dire beaucoup de choses. Je suis beaucoup plus confortable en anglais, bien sûr, comme vous voyez, mais on a un livre qui sort en octobre, donc c'est un livre de 500 pages d'une presque méditation neuronale. Donc, elle est le résultat de, je crois, 10 modèles différents en GAN, développés sur des bases de subsets spécifiques chaque fois. Et on a développé aussi un petit générateur sur Twitter, vous pouvez le voir, s'appelle Neural Yorker, qui pose chaque jour des caricatures faites presse au style de New Yorker. Donc, encore une fois, on a travaillé avec des grosses bases de données de cartoons en ligne et puis des punchlines aussi. Et chaque jour, donc, on améliore ce modèle pour essayer de voir s'il y a moyen de converger vers un état où il sera
il pourrait compléter, complétir, je ne sais pas comment dire, avec les professions, avec les métiers de dessinateur de presse. Merci, c'est très, très impressionnant l'idée qu'on puisse avoir une bande dessinée complètement générée avec des GAN. Maintenant, est-ce que Pascal Mougin peut nous dire deux, trois mots, hein, et puis ensuite on échangera ensemble. Eh ben, oui, oui, merci Alexandre de me passer la parole. Alors donc, dans ma communication, hein, qui s'intitule Comment lire un roman écrit par une voiture, la doxa littéraire face à l'IA, ben, je me réfléchis au problème posé par l'hypothèse d'une IA écrivain, une hypothèse qui donc est de moins en moins improbable, hein, si on songe par exemple à One the Road, paru en 2018, et présenté comme le premier roman écrit par une voiture, hein, pour faire vite. Et le premier problème que pose une littérature produite par IA, ben, c'est bien sûr celui de son acceptabilité aux yeux de la doxa littéraire. Et j'essaie d'expliquer, dans un premier temps de la communication, les raisons de notre réticence intuitive à l'idée d'une littérature artificielle qu'on serait tenté, a priori, d'opposer à une littérature humaine. Et la première raison de cette réticence, c'est que l'idée de confier la production littéraire à une IA se heurte en fait à un interdit ancien dans l'imaginaire littéraire. C'est l'interdit de la délégation d'exécution, hein, l'interdit du faire écrire, l'idée d'une sous-traitance de l'écriture qui apparaît difficilement compatible avec la légitimité littéraire, à la différence de ce qui se passe en art, hein, d'ailleurs. Mais ce qui fait que le résultat d'une délégation d'écriture est toujours idéologiquement disqualifié par le procédé. Et ça, quelle que soit la vocation de l'IA, hein, on peut imaginer que l'IA ait vocation à produire une littérature qui donne le change, une littérature anthropomorphe. C'est l'IA comme nouvel avatar du nègre, du mercenaire de l'écriture. Ou on peut imaginer une IA qui aurait vocation à produire une littérature, au contraire, qui ne ressemble en rien à une littérature humaine, donc une littérature tératoïde, ou alors, cas de figure intermédiaire, une IA chargée de produire une littérature équivoque, hein, qui laisse planer le doute sur sa possible origine non humaine. Mais dans tous les cas, ces productions donc, sont a priori disqualifiées, littérairement parlant. Mais dans un deuxième temps de la communication, je reviens justement sur ces a priori, sur les impensés de cette doxa littéraire, pour montrer qu'ils nous font peut-être manquer les enjeux véritables et l'intérêt éventuel des tentatives de production littéraire par IA. Et pour ça, j'essaye de montrer que la question n'est pas de savoir ce qui distinguerait une littérature spécifiquement humaine d'une littérature déléguée à une machine de Turing. Je pense que la question est vaine. Cette question repose sur une conception fixiste, simpliste, à savoir qu'il y aurait d'un côté une littérature authentiquement humaine produite par un écrivain démiurge, seul maître à bord, et de l'autre une littérature qui serait déléguée à une machine et qui serait donc éminemment suspecte parce que artificielle. Non, en fait, je pense que la vraie question, c'est plutôt de comprendre ce que devient la littérature dès lors que l'écrivain, sauf à faire sécession du monde, est, comme tout un chacun, en relation quotidienne avec les IA qui opèrent dans l'environnement numérique. Alors là, je fais appel à la notion large de technogénèse, à savoir l'idée que la technique produite par l'homme produit l'homme en retour. Hein, c'est l'idée que l'humain, finalement, est toujours post-humain, il est depuis toujours augmenté, augmenté par le silex taillé, par la machine à vapeur, par l'appareil photo, etc. Et donc, ce phénomène de boucle de récursivité entre subjectivité humaine et technologie fait que l'IA, aujourd'hui, informe la subjectivité de l'écrivain, même si l'écrivain ne recourt pas directement à l'IA dans son travail. Et dans l'environnement actuel, le langage courant, la pensée, le texte, le récit d'un côté, et puis le code binaire, la computation, l'intelligence machining de l'autre, s'affectent mutuellement, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que Catherine Hayes appelle l'intermédiatisation, qui fait que l'humain s'informatise tout autant qu'il cherche à
anthropomorphiser les artefacts informatiques. Et pour finir, si l'auteur utilise lui-même directement l'IA pour écrire, eh bien, c'est le même type de récursivité qui se met en place. Il n'y a pas de délégation d'exécution à sens unique de la création, de la créativité de l'homme vers l'IA, avec un premier temps où l'homme produirait le code et un deuxième temps où le code produirait l'œuvre, une œuvre qui serait alors détachée de l'auteur, qui laisserait l'auteur dans une situation d'irresponsabilité vis-à-vis d'elle. Non, je pense qu'au contraire, l'écrivain programmeur, comme tout programmeur, retouche en permanence son programme en fonction des résultats produits par celui-ci jusqu'à satisfaction face à ces résultats, qu'il peut alors lui-même signer. Et je montre pour finir que cette récursivité, elle est finalement comparable à ce qui se passe dans l'écriture traditionnelle, où l'auteur corrige un premier jet, puis corrige ses corrections, etc., dans un rapport d'extériorité à sa propre production qui est potentiellement illimité. Voilà. Merci Pascal, c'est très riche cette idée qu'il faille éviter les dichotomies trop sommaires. Et vraiment, merci de nous avoir proposé ce modèle d'hybridation. Alors, est-ce que vous voulez commencer par des questions ou moi j'en ai en réserve? Est-ce que vous avez spontanément des questions entre vous? Sinon, moi je vais en lancer encore une première. À savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport de continuité ou au contraire de rupture entre le rêve de l'IA, la manière dont l'IA écrivaine a été fictionnalisée, et Valérie et Barnabé nous en ont donné des modèles, et l'IA telle qu'elle est réalisée, et là, Ilan et Pascal ont évoqué des exemples concrets. Est-ce qu'on a l'IA écrivaine qui a été rêvée, je ne remonterai pas jusqu'à Swift, mais au moins dans les années 50? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Pascal? Je pense, pour prendre l'exemple précis de One the Road, de Godwin, c'est un peu l'intelligence artificielle là où on ne l'attendait pas, parce que là où on s'imagine le robot écrivain comme augmentant, démultipliant les potentialités humaines, en fait, Goodwin utilise son IA pour finalement détraquer une perception humaine, la dérégler sur le modèle de la littérature de la Beat Generation, dont il a nourri son IA, qui, elle, était écrite sous LSD en quelque sorte, une littérature hallucinée, qu'on ne pourrait peut-être plus reconduire aujourd'hui parce qu'on sait maintenant les dégâts que ça produit sur les auteurs qui se livrent à l'expérience. Et donc Goodwin a programmé son IA de manière à la détraquer, à produire ce dérèglement systématique de tous les sens dont parlait Rimbaud, qui est un topos de la littérature. Et donc il emploie son intelligence au rebours finalement d'une utopie d'omnipotence et de capacité démultipliée par l'humain. Et en cela, il prend nos attentes à revers, je trouve. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette question? J'ai juste une réaction, c'est que je trouve plus intéressante les machines telles qu'elles sont traitées dans la littérature que ce que produisent les vraies machines d'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai déplacé Est-ce que tu as été tout à l'heure lors du test qu'on a fait, parce qu'en fait, on a fait le test ensemble tout à l'heure à midi. C'était organisé par Xenia. Xenia nous a montré un certain nombre d'œuvres picturales, un certain nombre d'œuvres musicales, mais aussi un certain nombre d'œuvres textuelles. Et nombreux sont ceux qui, parmi nous, se sont trompés dans l'identification entre l'œuvre vraie enfin l'œuvre vraie. Pascal vient de démontrer qu'il ne faut pas opposer les choses comme ça, mais entre l'œuvre déléguée et l'œuvre qui ne l'est pas.
Donc, il ne faut peut-être pas être aussi pessimiste sur l'intérêt de ces œuvres-là. Simon, oui, tu avais une réaction? Oui, merci. Alors bon, tout ça est très stimulant. C'est très difficile de poser une question qui couvrirait tout le monde, mais je crois qu'en partant de ce que proposait Pascal Mougin, peut-être que je peux proposer des choses sur lesquelles les uns et les autres ont envie de réagir. En tout cas, j'aimerais bien avoir des échos de toutes sortes, parce que, en fait, bon, je trouve donc ces perspectives à la fois très stimulantes, très nouvelles pour moi, parce que même si je m'occupe de science-fiction, je m'occupe pas. Enfin, ce sujet n'était pas tellement un de mes sujets. Et en fait, dans ce qu'a dit Pascal Mougin, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a la question de la distinction entre la création par une intelligence artificielle et la création assistée par une intelligence artificielle, voire, si on inverse les choses, la création en collaboration avec une intelligence artificielle. C'est ce qui, finalement, me semble être mis en place pour les comics que Ilan Manoach et Yanis Siglidis propose. C'est une forme de collaboration, comme ce que décrivait Pascal. Mais par rapport à ça, finalement, dès lors qu'il y a une sorte d'octorialité étendue, on n'est plus dans des choses comme ce qu'on a dans le littératron. C'est-à-dire, dans le littératron, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a l'idée d'une délégation totale. La machine va créer toute seule, et d'une certaine façon, c'est le fantasme de la perte de contrôle. L'humain se perd, la machine marche toute seule. Alors que dans ce qui est mis en place ici, c'est plutôt l'idée de comment créer des instruments qui vont prolonger, exactement comme dans l'histoire de l'art. Enfin, c'est le parallèle que proposait Pascal Mougin, me semble très éclairant par rapport à ça. Mais il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... Enfin, là, j'ai déjà fait plusieurs échos, mais il y a une petite chose qui me semble quand même un peu absente de l'inquiétude pour l'instant de la création par IA, qui est la crainte du formatage et du coup de l'absence de qualité du point de vue des humains. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on va produire par une IA? On va produire quelque chose qui va, en gros, répéter du déjà connu. Et voilà, c'était un petit peu ce qu'évoquait, je crois, Anaïs Guillet, c'est l'idée de la crainte de la littérature de genre répliquée à l'infini, quoi. Et en fait, cette idée-là, elle est effectivement problématique parce qu'elle fait disparaître la question de l'auteur. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'autorialité étendue et de l'autre côté, finalement, la disparition totale d'un auteur pour produire une espèce enfin, quelqu'un reprenait l'image des singes tapant à la machine et écrivant Shakespeare. Voilà, c'est-à-dire la disparition de la volonté humaine. Et il me semble que si la volonté, l'intentionnalité humaine disparaît, d'une certaine façon, il n'y a plus d'œuvres qui soient créées, il y a uniquement la réception, le regardeur qui fait le tableau, le lecteur qui fait le roman, il y a uniquement une espèce d'artefact illusoire dans la réception. Enfin voilà, j'ai agité beaucoup de choses, mais c'est très stimulant. Ilan? Je vais tenter une réponse ici. J'ai l'impression que le travail artistique est toujours c'est toujours un travail syncrétique entre les sensibilités humaines et les sensibilités matérielles. Là, par exemple, la recherche de Craig Dworkin, No Medium, c'est une lecture de la littérature sous l'exploration du substrat, donc du papier. Donc, il fait, par exemple, une généalogie de la poésie, une généalogie de la page blanche dans la poésie. Et je trouve que c'est très important de ne pas toujours, et c'est ça quelque chose que j'ai appris en faisant ce travail, de ne pas trop surestimer le rôle de l'humain dans la création artistique ou dans la création littéraire. Une autre chose que je vois, c'est que le travail artistique, même sans IA, toujours procède par une sorte peut-être d'une computation d'un autre niveau. C'est pas une computation dans le sens de la computation qu'on fait en machine learning, mais c'est toujours une sorte de processus où il y a des influences, des techniques qui sont déjà données, des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est ça que Oulipo a eu le mérite de pouvoir montrer, qu'on opère toujours sous des contraintes spécifiques. Donc quand Pérec dit qu'on est, je ne sais pas si c'est Pérec, qu'on dit qu'on est des rats qu'on doit construire nos propres labyrinthes, des rats de laboratoire, qu'on doit construire nos propres labyrinthes pour sortir. Je crois que c'est une manière de comprendre aussi la création par IA. Qu'on opère toujours sous des contraintes. Simplement, il y a une manière d'être conscient de ces contraintes
et une manière de ne pas être conscient de ces contraintes. Merci. Oui, 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 allez-y. Oui. Est-ce que je peux parler anglais un peu? Oui, oui, bien sûr. Okay. So for me, a very basic thing in this approach is the fact that AI and the outputs of AI, in a way, for generative models at least, are really similar to what Kenneth Goldsmith appreciated in texts from weather reports or from traffic reports. So we shouldn't see AI necessarily as something that is really smart or that is really intelligent and has really deep views on the world. We should see also it as a stream of text. What I'm amused of is the fact that sometimes I read things on the street or read things on Twitter, and I'm not sure if it is produced by a machine or from a human. It's really common. After you start working with generated text, you start having this feeling. And for me, this is really interesting. And as Ilya Sutskever says, who is the principal scientist on OpenAI, you look at it once, you look at it twice, and then you don't think that it's so intelligent. So I think we should start seeing the AI as a human, but as a minimalist part of what human is, in the sense of input and output data. And we should build on top of this approach. And for me, this is what makes such a collaboration between humans and AI organic, that we also process and input and output data in a way. Thank you. Il y a Anaïs qui a levé la main. Oui, 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 Anaïs. Oui, moi je vais repasser en français, désolée. En fait, je m'interroge là à vous écouter. En fait, il y aurait quand même, par rapport à ce qu'est capable de produire, on va dire, une IA réelle, actuellement, il y aurait une tendance qui serait plus de l'ordre du conceptuel, ce que nous a proposé par exemple Ilan et Yanis, ou ce que propose One the Road, édité par Jean Boite, qui serait de l'ordre de cette littérature conceptuelle qu'on peut effectivement aussi retracer, qu'on peut, on peut affilier en tout cas aux réflexions que propose Goldsmith. Et puis il y a toute une part des productions possibles de l'IA qui serait plus de l'ordre de la reproductibilité, on va dire, d'une forme de littérature de genre ou de littérature relativement cliché. Et puis rappelons-nous quand même qu'aujourd'hui, par exemple, pour produire des romans harlequins à l'appel, il y a des grilles de construction extrêmement contraignantes pour les auteurs qui les écrivent hyper rapidement. Et finalement, on pourrait se demander si ces contraintes-là, il ne suffirait pas de les imputer à la machine et qu'elle serait capable de produire ce type de littérature bien plus rapidement et peut-être bien plus facilement. En tout cas, je pense qu'on s'y dirige et que le potentiel technologique, il est plus ou moins là. Et donc, il s'agirait aussi de poser la question, non pas en termes de la littérature, cette littérature unique, mais de plein de potentiels littéraires, de littérature au pluriel, tel que, en fait, le contemporain rejoue cette ontologie, ou en tout cas interroge sans cesse cette ontologie, et que l'IA, elle nous permet aussi de penser, encore une fois, ces questions-là. En tout cas, c'est... Merci pour cette distinction. Est-ce qu'il y a... Oui, Valérie? Oui, c'est juste pour préciser, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'IA qui est vraiment pas intéressante, c'est celle qu'on voit dans les conférences en informatique où des équipes entières cherchent à générer des poèmes sur le mode, je reprends ce que dit Anaïs aussi, hein, sur le mode du poème chinois, du poème italien, du poème espagnol, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est ce que disaient tout à l'heure Ilan et Yanis, c'est quand ça devient un instrument dont on détermine, dont on fixe les règles et avec lequel on joue comme une contrainte. Et effectivement, il y a des poètes qui utilisent vraiment comme un outil et qui coopèrent avec la machine pour créer. C'est complètement différent de toutes ces expérimentations qui viennent de l'informatique et qui ont complètement oublié la relation avec la littérature. C'était juste ça. Est-ce
qu'on a quelques autres questions, quelques remarques? Barnabé, vous qui avez à Oui, la fois effectivement, utilisé... Ouais. ça me semble assez intéressant, cette idée de relation entre auteur et contraintes choisies. C'est ce que Rob Grillet, pour seulement parler de lui, nommait des générateurs. C'est quelque chose qu'il utilise dans beaucoup de ses romans. Par exemple, un roman postérieur qui s'appelle Projet pour une révolution à New York, qui utilise comme générateur une couleur, la couleur rouge, et à partir de cette espèce de contrainte donnée à l'origine, comme ce que peut faire Calvino, par exemple, ou d'autres auteurs et autrices affiliées à l'Oulipo, il y a une volonté de progresser, certes, avec une contrainte qui n'est pas intelligente, disons qu'elle est seulement, elle est donnée, bien sûr, par un choix au début qui est seulement humain, mais avec lequel on va ensuite interagir comme si c'était quelque chose d'extérieur. C'est ce que disait Pascal Mougin tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'objectivation d'une partie du matériau textuel pour l'interpréter et l'expérimenter ensuite comme quelque chose de totalement aliéné, en tout cas qui ne fait plus vraiment partie du processus créateur subjectif et qui est en quelque sorte une externalisation, oui, du procédé littéraire. Et c'est quelque chose qu'on voit bien dans ce roman que j'ai analysé, Jean, au point où voilà, cette contrainte, ce générateur est un personnage avec lequel l'auteur peut jouer. Et là aussi, ça rejoint la question qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est jusqu'à combien de temps dure cette relation? Et on voit que Rob Grillet je ne sais pas s'il faut psychologiser au point de dire ne supporte pas, mais en tout cas fait de ce générateur, on va dire, un personnage qui a une vie, et en l'occurrence, c'est là-dessus que je terminais tout à l'heure, aussi une fin, une mort, et que à la toute fin, il faut que ce processus générateur disparaisse pour que le processus de génération s'interrompe et pour que l'œuvre existe. Et donc voilà, je ne sais pas si Non, c'était intéressant. d'autres dans les autres présentations, j'ai l'impression que la question de la génération était pas forcément vue d'un point de vue fictionnel. Mais là, ce qui me semble particulièrement intéressant ici avec Rob Grillet, c'est que le phénomène même de ce que c'est l'apprentissage est thématisé également d'un point de vue fictionnel, en termes de personnages, de narration. Merci. Merci. C'est une extraordinaire anticipation, en effet. Je vois dans le chat une remarque très, très intéressante de Claire Larsonneur et un échange qui a été produit. Et je vous avoue que lorsque j'avais imaginé ce colloque, j'avais pensé à une troisième direction, en fait, qui n'a pas eu, en fait, de proposition, ce qui fait qu'on n'a pas de table ronde qui était sur les manières dont l'IA pouvait analyser les œuvres et prescrire le goût, hein. Il y a plusieurs projets dans ce sens-là. Il y a des IA d'analyse de scénario. Et de ce point de vue-là, la nouvelle frontière, c'est l'usage de l'IA pour détecter des best-sellers, pour tester de potentiels best-sellers. Et de ce point de vue-là, il y a un bouquin qui est paru il y a quelques années, Cracking the Bestseller Code, qui utilise des techniques